la présentation va se faire en 2 temps. Je vais faire une présentation un peu générale des différents outils déployés par le parc du Queyras pour essayer d'avoir une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux dans la gestion pastorale. Et puis Alain, mon collègue conservateur de la réserve naturelle de Ristola-Montviso, fera une petite illustration avec l'exemple de ce qui se fait sur la réserve. Donc, rapidement, en introduction, le Queyras est aussi une terre de pastoralisme, avec sur le territoire 34 unités pastorales, majoritairement ovines, mais avec quand même quelques unités avec du bovin, majoritairement en bovin viande, et une unité en bovin lait. Cela représente un peu moins de 30 000 hectares, avec en période estivale à peu près 40 000 ovins sur le territoire et 2400 bovins qui sont sur le territoire du Queyras. Donc voilà, tous ces troupeaux en alpage représentent quand même un impact important sur le milieu et sur les espaces naturels. Donc, face à ça, le parc dispose de différents outils. Donc, des outils qui sont déjà disponibles comme le déploiement de diagnostics pastoraux. Sur le territoire du Queyras, il y a déjà 16 alpages qui bénéficient, enfin déjà, seulement 16 alpages qui en bénéficient. Ces diagnostics sont faits jusqu'à présent par le CERPAM, donc une association pastorale au niveau de la région, qui voilà, coordonne la mise en place de ces diagnostics sur les territoires, avec voilà, le point fort qui est le calcul de la ressource sur la base de l'identification de la végétation et la comparaison avec les modes de calcul développés par l'INRAE, donc l'équivalent de ce qui a été fait précédemment présenté par le Val d'Aoste, et une prise en compte des enjeux environnementaux. Donc ça, ce sont des éléments que le parc du Queyras le parc du Queyras amène, et en tenant compte également du multi-usage, notamment les activités de tourisme, de loisirs ou la gestion forestière. Donc, l'avantage de cet outil, c'est qu'il est assez complet, mais aussi relativement coûteux, puisque en général, l'idée, c'est quand même qu'ils soient financés par les communes c'est ce qu'on voyait aussi avec les ans précédents, c'est vraiment pour qu'il y ait une appropriation de la commune, de son patrimoine local, et voilà, l'engagement d'un diagnostic qui doit être ensuite suivi de mesures. Donc, les communes n'ont pas forcément les financements pour développer ça. Ensuite, l'autre outil à disposition, ce sont les mesures agro-environnementales dans le cadre de la PAC. Il y a 31 MAE engagées à l'heure actuelle. C'est un outil, on va dire, qui a le mérite d'exister, mais qui reste à l'heure actuelle assez léger, puisqu'on n'a pas le calcul de la ressource. Et cela se fait en concertation avec les éleveurs, c'est-à-dire que ne sont engagés que ce qui convient de part et d'autre. Et parfois, les engagements au niveau des enjeux environnementaux ne sont pas forcément toujours satisfaisants. De plus, on se limite à des engagements surfaciques, et donc on a une vision qui, moi, me semble quand même assez partielle, et voilà, qui peut-être empêche parfois de garder la vision globale de l'alpage. Et par ailleurs, on se rend compte une fois sur le terrain que les bergers, donc qui sont vraiment les acteurs de la mise en œuvre de ces MAE, et les MAE sont signés avec les éleveurs, les bergers n'ont pas forcément l'information directe de la contractualisation des MAE et des engagements à respecter. Donc, par rapport à ça, le parc a essayé de développer 2 outils un peu plus spécifiques. D'une part, une base de données pour caractériser les enjeux environnementaux en alpage et avoir aussi une trace, enfin, d'une part, avoir une trace de ce qui est relevé sur le terrain et aussi de garder un historique. Donc, nous avons travaillé en interne pour définir des indicateurs des enjeux environnementaux
et ensuite pouvoir les cartographier et disposer ainsi d'une illustration sur chaque alpage. Donc, ce qui apparaît en rouge, là, ce sont les itinéraires, donc pour avoir la pression d'observation. Et ensuite, il y a différentes patates, différents polygones dessinés en fonction de ce qui est observé sur le terrain. Donc, ce qui est relevé, ce sont essentiellement des traces de dégradation. Donc, vous voyez sur la partie droite de l'écran les différents indicateurs qu'on a définis. Voilà, en termes de dégradation, c'est ce qui relève des drailles, de zones de terre nue, de zones avec des espèces qui nous semblent indicatrices de surpâturage, donc des espèces avec des plantes à rosettes. Et tout ça est qualifié. L'idée, c'est de qualifier de la manière la plus objective possible, d'une part, et ensuite, d'autre part, pour avoir une idée assez précise de ce qui peut être une dégradation ou pas, puisque des drailles peuvent exister, et à quel point, à quel stade on définit que ça représente une dégradation. Donc ça, on a essayé de travailler à bien définir ces indicateurs. Je suis désolée, j'ai du mal à parler devant mon écran et pas vous voir, donc c'est peut-être un peu haché. Et donc, voilà, je donne l'exemple de l'indicateur dry, où voilà, on rentre sur quel type de substrat elles apparaissent, si c'est sur du substrat rocheux, végétalisé ou rocher, végétation. Quelle est l'altération du substrat? Donc là, pareil, on a différents critères. Quelle est la pente? Et l'idée, c'est quand même d'avoir voilà, une certaine objectivité pour que chaque chargé de mission, puisqu'on est plusieurs techniciens à remplir cette base de données, puisse le faire de la manière la plus objective possible. Et donc ça, on a la même chose pour les zones de terre nue, les zones autres dégradations, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir un peu une vision la plus exhaustive possible de l'alpage, et ensuite d'intégrer ces éléments recensés sur le terrain dans les MAE ou les diagnostics pastoraux. Ensuite, l'autre outil que l'on a essayé de déployer, c'est le carnet d'alpage. Donc là, c'est un outil destiné aux bergers et aux éleveurs. Et là, l'objectif, c'était de sensibiliser aux enjeux environnementaux en allant au-delà des MAE. Puisque, voilà, c'est ce que je disais, avec les MAE, il nous semblait qu'on perdait un peu la vision globale et de l'alpage. Et donc, on a souhaité quand même travailler avec les bergers et les éleveurs sur une cartographie, enfin pas une cartographie, mais une image, une illustration la plus complète possible de leur alpage. Donc, il y a une partie sur les enjeux environnementaux et il y a aussi une partie sur l'historique des pratiques pastorales, puisqu'on s'est rendu compte aussi que avec le départ de bergers qui étaient présents depuis de nombreuses années sur les alpages, on perdait, quand ils partaient, on perdait toute la mémoire de la gestion. Donc, ça a été développé. Alors, c'est quand même assez lourd puisque ça demande des interviews assez fines des bergers. Mais voilà, on a pu le développer à l'heure actuelle sur 3 alpages. On espère pouvoir le poursuivre. Et juste une petite illustration du contenu sur la partie enjeux environnementaux et prise en compte des dégradations. L'idée, c'est d'aller au-delà des MAE et d'essayer d'expliquer un peu plus en quoi concernent les enjeux environnementaux. Et voilà, sont également pris en compte les secteurs dégradés. Donc, sur la carte de gauche, c'est ce qui apparaît en vert sur la carte. Et voilà, c'est décrit ensuite dans un petit texte illustré. Donc, voilà, de manière très générale hein, pour le parc du Queyras. Et puis, je laisse Alain prendre la suite sur l'illustration dans le cadre de la réserve naturelle. Merci Anne. Tu peux passer à la diapo suivante? Je suis la première diapo, pastoralisme en réserve naturelle. C'est bon? Voilà, c'est ça, c'est celle-là. Donc, je suis Alain Bloch, le conservateur de la réserve naturelle de Ristola-Montviso qui a été créée
en 2007 sur le papier avec une équipe d'agents techniques recrutés en 2010. Donc, une réserve naturelle, et c'est un outil réglementaire, il y a un décret, et ce décret précise un certain nombre de choses par rapport aux contraintes, aux interdictions et aux indications par rapport à la mise en œuvre d'une gestion prenant en compte tous les éléments du patrimoine naturel. Donc, cette réserve naturelle a été créée pour un certain nombre de raisons par rapport à la richesse de son patrimoine avec des espèces emblématiques, les galliformes de montagne, la salamandre de Lanza, des stations de plantes endémiques, mais elle a été aussi créée par rapport à des menaces qui pouvaient peser sur ce patrimoine. Et une des menaces largement évoquées lors du dossier de création de la réserve, c'était les gestions pastorales. Donc, un article du décret indique clairement que les activités agricoles et pastorales s'exercent conformément au plan de gestion de la réserve. Donc, un plan de gestion de réserve, c'est… Attends, Alain. Oui. Pardon, Alain. Il y a un problème avec la traduction. Simona, Marie. OK. Je vais trop vite. Siete a posto? Possiamo ripartire? Sì, OK. Tu peux aller maintenant. Le problème est résolu? Si. Oui. Oui, oui. D'accord. Donc, je disais qu'un plan de gestion, c'est un document demandé par l'État, puisque les réserves naturelles nationales en France sont mises en place par le ministère de l'Environnement, et on a des obligations de résultat. La gestion des réserves naturelles nationales est confiée à des opérateurs locaux. En l'occurrence, c'est le Parc naturel régional du Queyras qui est l'opérateur pour cette réserve nationale. Donc, le plan de gestion est un document de base qui fait l'inventaire de toutes les richesses du patrimoine naturel, qui fait le point sur les espèces en jeu, et on hiérarchise en effet des espèces selon leur statut de conservation, et on aboutit aussi à faire le point sur les menaces. Donc, le premier plan de gestion, pour répondre à l'article 3 du décret, avait fait des propositions, c'est-à-dire que cette réserve naturelle est exploitée par des activités humaines, le pastoralisme en premier, la chasse et les activités sportives de pleine nature, la randonnée pédestre, puisque le tour du Mont Viso passe dans cette réserve naturelle. Donc, deux unités pastorales sur cette réserve, un troupeau ovin transhumant qui vient de l'Accro, la région bassin qui amène toutes les brebis dans le Queyras pour partie, et une exploitation bovine qui utilise plutôt des prairies montagnardes sur les zones de basse altitude de cette réserve naturelle. Ça, c'est les exploitations en place, et l'usage, on a essayé de connaître aussi les modalités historiques d'exploitation pastorale. On s'aperçoit que ces deux types d'exploitation sont des exploitations récentes, alors qu'avant, il y avait d'autres pratiques d'utilisation de l'alpage, notamment des pratiques de fauche, même sur des prairies d'altitude, et un élevage bovin laitier beaucoup plus accentué, avec des pratiques de fauche qui ont été abandonnées, ce qui pose en effet le problème d'évolution de ces prairies montagnardes d'une extrême richesse floristique, avec l'abandon des pratiques de fauche et l'arrivée de brebis sur d'anciens territoires fauchés qui ont amené une évolution naturelle avec l'envahissement du Kérélin par la fétuque paniculée. Donc, par rapport à cet état des lieux, on a raccroché les efforts qu'on devait faire pour cadrer les exploitations pastorales. C'était une demande forte dans la création de cette réserve naturelle. On l'a corrélé avec des objectifs du plan de gestion qui étaient conserver les habitats et les espèces emblématiques de cette réserve naturelle. Et un objectif opérationnel qui était suivre les effets des modalités d'exercice des activités pastorales avec les partenaires du pastoralisme.
Alors, pour arriver à définir des modalités d'exercice des activités pastorales, nous avons procédé dans un premier temps, lors du premier plan de gestion de cette réserve naturelle, par un diagnostic pastoral. Anne, si tu peux passer la diapo suivante. Donc, un diagnostic pastoral qui a permis de faire le point sur les caractéristiques de l'alpage et de son exploitation. Je montre simplement la partie, le diagnostic qu'on a fait sur la partie exploitée par les ovins. Et cet document réalisé par le CERPAM, dont parlait Anne à l'instant, a permis d'avoir une évaluation précise de la ressource herbagère et une carte des faciès pastoraux qui a été élaborée avec des méthodes reconnues et partagées par les différents partenaires, ce qui a permis la détermination de la charge pastorale supportée par chaque quartier, et puis une détermination de la charge pastorale sur l'ensemble de l'alpage. Nous avons apporté en tant que gestionnaire de la réserve toutes les données biodiversité, et les principales étant la conservation des 3 galliformes de montagne qui sont le lagopède alpin, la perdrix bartavelle et le tétralyre. On a localisé aussi les zones humides qui sont dans un bon état de conservation dans l'ensemble et qui abritent un patrimoine naturel important. Nous avons localisé les sites dégradés par les passages des brebis et les zones d'érosion. Et puis, une préoccupation majeure de cette réserve naturelle, c'est de conserver les populations de salamandres de Lanza dans un état très favorable. En plus, on a localisé un certain nombre d'enjeux par rapport à des stations botaniques. Tout ça, on l'a intégré et on l'a fait savoir dans le diagnostic pastoral, ce qui a amené à négocier des circuits de pâturage en fonction de la phénologie de la végétation et de la charge des différents quartiers de l'alpage, et ce qui a permis aussi, suivant les scénarios d'exploitation de cet alpage, à émettre des besoins en matière d'infrastructures, soit des cabanes pastorales, des parcs de nuit ou des passerelles pour permettre de passer sur les rivières qui empêchaient des passages de troupeaux. L'objectif de ce diagnostic pastoral, c'était de pouvoir aussi arriver à discuter ensemble entre les partenaires de la gestion de l'alpage et arriver à dégager des objectifs et des engagements partagés entre les acteurs. On ne pouvait pas s'empêcher de ne pas intégrer les contraintes des éleveurs dans l'exploitation actuelle. Diapo suivante. Ce diagnostic pastoral a amené à faire des propositions de gestion qui ont été discutées par les instances de gestion d'une réserve naturelle. C'est là qu'on voit que finalement l'État est présent et permet d'affiner le décret de réserve naturelle par des arrêtés préfectoraux et un comité qui regroupe les différents partenaires de la gestion de la réserve naturelle regroupés dans le comité consultatif ont permis au préfet de département d'arrêter les modalités d'exercice du pastoralisme dans la réserve naturelle en annexant un cahier des charges pastoral qui avait été négocié et qui permet d'énoncer la problématique des modalités de gestion, qui propose des prescriptions, qui désigne un opérateur de chaque mesure, soit la réserve naturelle, puisqu'on s'engage dans la gestion pastorale par des appuis, et puis des engagements aussi bien définis par rapport à l'éleveur ou le berger. On a défini des méthodes de suivi pour évaluer ces mesures mises en œuvre, et on a dynamisé un suivi annuel de la mise en œuvre qui se concrétise par une rencontre annuelle entre tous les partenaires de la gestion, c'est-à-dire bien sûr le berger en premier, l'éleveur, la commune, les propriétaires,
les organismes pastoraux et puis le comité qui est en charge de la gestion de la réserve naturelle, soit le comité consultatif. Et ce cahier des charges est aussi actuellement annexé au document de location de l'élevage entre le propriétaire et l'éleveur. Et c'est un document qui fait foi, qui force un peu l'éleveur à respecter les préconisations du cahier des charges pastorales. Diapo suivante. Donc, quels sont les engagements de l'éleveur et des bergers? C'est des exemples pour essayer d'intégrer au mieux les besoins de conservation de la biodiversité aux pratiques pastorales. Bien sûr, en premier lieu apparaît le respect de la charge pastorale, puisque cet alpage était souvent évoqué par les botanistes comme un alpage surchargé. Donc, on essaie chaque année de faire le bilan entre la ressource pastorale et puis la charge effective qui a été amenée. Et cette mesure n'est pas forcément facilement mise en place par l'éleveur qui aimerait pouvoir profiter, comme il le dit, de l'herbe. Et la vision qu'on a par rapport à la ressource pastorale n'est pas toujours la même entre la partie écologiste et la partie technique pastorale. Donc ça, il faut qu'on avance un petit peu sur cette vision commune de qu'est-ce que représente la charge et l'exploitation des ressources herbagères. On a mis en place aussi un pâturage précoce du quérélin qui a une tendance à être une plante qui est envahissante. Et ce pâturage précoce permet d'utiliser la ressource herbagère sur la fétuque paniculée qui devient peu consommable si elle est pâturée tardivement. On a bien localisé les zones importantes pour la conservation de la salamandre de Lanza et on propose des mises en défense ponctuelles suivant la phénologie de la végétation et l'évitement des zones par le troupeau lors des épisodes pluvieux, puisque la salamandre ne sort que lorsque l'hygrométrie est favorable. On a préconisé un report de pâturage sur les zones de reproduction de galliformes de montagne, ce qui ne pose pas beaucoup de problèmes pour l'éleveur et le berger, puisque les zones de reproduction du lagopède alpin se trouvent en altitude et correspondent au quartier d'août. Donc le troupeau arrive largement après que les jeunes lagopèdes alpins soient viables. On a demandé aux bergers aussi d'éviter le piétinement des zones humides d'altitude. On lui montre clairement sur le terrain ce qu'il doit, comment il peut essayer d'éviter le piétinement par le troupeau. On a créé aussi des parcs de nuit tournants, c'est-à-dire qu'on a installé, on a fait un appui pour que le nombre d'allées et venues du troupeau entre les cabanes pastorales et les secteurs de pâturage soit réduit en mettant en place des parcs de nuit localisés, en mettant aussi en place des zones de stockage des filets. On a investi dans le cadre de la gestion de la réserve, donc les achats de filets pour éviter les effets des drailles dont parlait Anne à l'instant. Et puis, bien sûr, la tenue d'un carnet d'alpage par le berger est importante pour connaître les pratiques et faire un bilan chaque année des contraintes qu'a connues le berger pendant la saison. Et ce carnet de pâturage est un élément historique important, comme l'a montré Anne tout à l'heure. Ça, c'est les engagements de l'éleveur et des bergers. Je pense que par rapport à ces contraintes, ce n'est pas des contraintes excessives. Ils récoltent quelques avantages de la présence de la réserve naturelle qui interdit les chiens sur l'alpage. Donc là, il n'y a pas le problème de dérangement des troupeaux, puisque les chiens sont de moins en moins présents. Les chiens de randonneurs sont de moins en moins présents dans la réserve naturelle. Et en plus, on met en place un contact assez soutenu par rapport à l'information des enjeux de la réserve naturelle
par rapport aux visiteurs, et on informe et on éduque le public par rapport au pastoralisme par des sessions de découverte et des sorties qui intègrent justement la gestion pastorale. Donc, normalement, les randonneurs sont plus informés des contraintes et découvrent en même temps les gestions pastorales. S'il y a des engagements de l'éleveur et des bergers, on a aussi un engagement par rapport à la gestion de la réserve naturelle. Les agents de la réserve naturelle s'impliquent sur différentes missions. Une aide à l'installation d'infrastructures. On a étudié la possibilité... Pardon, Alain. Oui. Pardon, Alain, attention au temps. Oui, 5 minutes. Donc, oui. C'est simplement pour montrer qu'on s'investit. Quelques exemples sur des travaux de restauration, notamment d'habitats dégradés par rapport au reposoir. Là, c'est justement une action qu'on fera dans le PS3 sur le Pré-Michel, où on va réhabiliter des reposoirs nitrophiles des bovins. Et puis, on s'investit aussi énormément sur le suivi écologique pour évaluer les réponses des habitats ou des espèces aux mesures pastorales. On a un suivi très fin sur la dynamique de population de la salamandre de Lanza qui permet de savoir si il faut aller plus loin ou si les mesures pastorales sont adaptées à la conservation de la salamandre de Lanza. Et on fait aussi des suivis sur la végétation et l'état de conservation des habitats. Diapo suivante. Et puis, on assiste beaucoup par rapport à l'échange et la présence et la vision partagée qu'on peut avoir entre les techniciens de la réserve naturelle, le berger, puisqu'on accueille le berger chaque année quand il change, et on essaie au mieux de s'informer mutuellement tout au long de la saison d'alpage des contraintes et des difficultés de la mise en œuvre des préconisations. Ce qui permet un bilan de l'application du cahier des charges qui se fait chaque année dans cette rencontre annuelle et qui permet de bien définir les efforts à poursuivre ou les efforts à initier. Et cette rencontre est toujours importante, même si parfois les divergences de vues amènent à des incompréhensions. Mais le but, c'est de bien arriver à avoir des objectifs communs entre le berger et l'éleveur et la gestion de la réserve naturelle. Voilà, j'en ai fini sur cet exemple d'implication des gestionnaires d'une réserve naturelle nationale sur le pastoralisme et l'intégration de la biodiversité. Merci de votre attention.